Bonjour à tous et à tous, nous sommes le 21 novembre 2020 pour le 214e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport principalement axé sur l'évolution de la situation militaire, mais aussi diplomatique, avec pas mal de déclarations plus farfelues les unes que les autres de la part de l'Ukraine. Je vais revenir aussi sur l'épidémie de coronavirus, puisqu'il y a en Ukraine des appels à demander au président Zelensky de négocier en fait via Viktor Medvedchuk pour obtenir la production du vaccin russe contre le coronavirus en Ukraine. Et je vais aussi revenir sur un certain nombre de, on va dire, tragédies économiques pour l'Ukraine. On va reparler du dossier Motor-Sich. Sur le plan militaire, du 14 au 20 novembre 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu RPD à 7 reprises, donc on est à bien moins que la semaine passée. Je pense que c'est lié au mauvais temps, tout simplement. Durant lesquelles elle a tiré 56 munitions, donc là on est à peu près au même niveau que la semaine dernière, dont 14 obus de mortier 82 mm, là on est en baisse. Il faut y rajouter la violation du cessez-le-feu aux missiles anti-chars par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures, et alors ils n'ont pas tiré n'importe où, ils ont tiré sur le village de Spartak. Il semble qu'ils visaient une caméra de surveillance de l'OSCE, et à la place ils ont tué des têtes de bétail. Côté ukrainien, les pertes hors combat de la semaine sont de 1 mort et 16 blessés. Donc on voit que ça continue toujours. Hein. Alors là où c'est pas bon du tout, c'est au point de vue déploiement des armes lourdes près de la ligne de front, puisque cette semaine les services de renseignement de l'RPD ont détecté le déploiement de 99 pièces d'armement lourd côté ukrainien en violation des accords de Minsk. C'est presque 3 fois plus que la semaine passée. Dans le détail, on a un système de défense antiaérien Strela 10, 2 systèmes de défense antiaérien Shilka, 4 lance-roquettes multiples BM21 grade de 122 mm, on a 5 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm, on a 18 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, on a 7 canons anti-chars Rapira de 100 mm, un système de missiles anti-chars Concours de 135 mm, 53 chars d'assaut T-64, c'est énorme. Il y a aussi 6 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, un véhicule de transport de troupes type MTLB et une auto-mitrailleuse type BRDM. Ça fait vraiment beaucoup. C'est pas rassurant du tout, parce que là, on recommence à partir à des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis un bon moment. Et pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne, bien sûr, brouille le signal des drones de l'OSCE. Cette semaine, nous avons détecté ce genre de brouillage à 2 reprises. Je vous montre la carte vous montrant à quel endroit ça a eu lieu. Alors, est-ce que c'est à cause de ça que Denis Pouchiline a signé aujourd'hui même un décret appelant à rassembler les réservistes pour s'assurer de leur niveau de disponibilité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a signé un décret aujourd'hui demandant au commissariat militaire de la RPD donc d'appeler et de rassembler les réservistes de la République du 23 au 27 novembre. Hein. Le but, c'est de tester entre autres la communication, savoir si on arrive à joindre facilement les gens, si on arrive à les rassembler, si voilà, les gens sont toujours disponibles. Lors de ce rassemblement, comme lors des précédents, je rappelle que les employeurs des réservistes doivent leur conserver non seulement leur poste, mais aussi leur salaire. Donc ça fait partie des choses, voilà, la République compense quand ce sont des employeurs privés, mais voilà, ça fait partie des choses qui permettent aux réservistes de se rendre disponibles. Alors je vais parler un petit peu de ce qui se passe dans la partie du Donbass contrôlée par l'Ukraine. Je vais reparler des crimes de l'armée ukrainienne contre la population civile, et là c'est particulièrement gerbant, je vous préviens à l'avance. Hein. Donc ceux qui sont un petit peu sensibles, vous pouvez peut-être passer cette partie-là, puisque on a eu encore une superbe preuve à quel point les soldats ukrainiens sont des libérateurs du Donbass. Puisque donc le 15 novembre à Selidovo, donc qui est dans la partie de la région de Donetsk sous contrôle ukrainien, on a un soldat ukrainien ivre qui a été identifié comme étant Anton Mochalov, qui a tenté de violer une jeune fille de 14 ans. Oui,
Oui, 14 ans. Alors qu'elle rentrait chez elle, elle avait accompagné sa maman à son travail. Et alors qu'elle revenait vers la maison, elle a remarqué l'homme en tenue de camouflage qui la suivait. Elle a appelé sa grand-mère avant de rentrer à la maison. Elle l'a prévenue de ce qui se passait. Elle a tenté de rentrer très rapidement, d'ouvrir très vite la porte et de refermer, mais elle n'a pas eu le temps. Il a réussi à l'attraper et elle a poussé en fait dans l'habitation où il essayait de la violer en fait. Heureusement en fait la grand-mère avait accouru entre-temps et elle a chassé le violeur qui n'a pas pu réussir à parvenir à ses fins, heureusement. Il a été arrêté, il risque 12 ans de prison s'il est reconnu coupable. Bon, je suis pas très optimiste puisque de manière générale, les soldats ukrainiens, comment dire, hein, c'est les héros de l'Ukraine, hein, donc... on leur passe à peu près tous les crimes possibles et inimaginables. Je pense que celui-là ne fera pas exception, ce qui est assez sordide. Heureusement, cette jeune fille a eu la présence d'esprit d'appeler sa grand-mère. Sans ça, je ne veux même pas imaginer ce qui se serait passé. Je vais reparler de tout ce qui est diplomatie. Diplomatie, puisque bon, l'Ukraine continue dans ses opérations de... comment on pourrait appeler ça, de propagande médiatique, hein, parce qu'ils essaient de faire croire que la feuille de route qu'ils ont proposée était conforme aux accords de Minsk, ils essayent de faire croire qu'il va y avoir un échange de prisonniers d'ici la fin de l'année, alors que pour l'instant c'est très mal engagé, hein, parce que bon, la RPD et la RPL ont dit gentiment, tant que vous ne nous fournissez pas une feuille de route qui correspond aux accords de Minsk, il est hors de question hein, de faire un nouvel échange de prisonniers, surtout qu'en plus vous n'avez toujours pas réglé le problème de l'appurement judiciaire des prisonniers précédemment échangés. Et donc sur fond de tout ça, la Russie c'est quand même un peu étonnée. Bon, faut pas les prendre pour des naïfs, hein, c'est une petite pique hein, à destination d'Allemagne et de la France, hein, parce que Paris et Berlin se sont félicités des actions de l'Ukraine pour mettre en œuvre les décisions du sommet au format Normandie de décembre de l'année dernière. Donc c'est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, qui a quand même rappelé que les deux garants occidentaux des accords de Minsk savent très bien que l'ouverture simultanée hein, des points de passage de Zolotoye et de Chastier, hein, qui étaient en RPL, qui était prévue pour le 10 novembre, ça a été annulé par la faute de l'Ukraine. Hein, je veux dire, les mecs qui se vantent, oui, c'est bien, l'Ukraine a fait des travaux pour favoriser le passage des gens sur la ligne de front, mais non. Non, puisque, comme je le rappelle, normalement, ce qui était convenu, c'est qu'entre autres, le point de passage de Chastier était prévu exclusivement pour le transport routier, y compris les convois humanitaires, entre autres de la Croix-Rouge. Sauf qu'au tout dernier moment, juste avant hein, l'ouverture du point de passage, les autorités ukrainiennes ont refusé ça et ont ouvert unilatéralement le point de passage de Chastier en mode piéton uniquement. Sauf que Lugansk n'était pas du tout préparé à ce type de passage. C'est ignoble, c'est vraiment ignoble, parce que les gens ont attendu en vain sur la ligne de contact de pouvoir passer. En plus, la distance à parcourir pour traverser la zone neutre au niveau de ce point de passage, pourquoi il était prévu uniquement pour du transport routier? Parce qu'il y a plus de 3 km entre le checkpoint ukrainien et le checkpoint de la RPL. 3 km. On va pas faire ça à des gens à pied. Donc si la RPL avait exigé que ce point de passage soit fait pour le transport routier, c'était pas pour faire joli. Voilà. Je rappelle que le seul point de passage actuel entre la RPL et l'Ukraine est piéton, c'est celui de Stanisław Luganskaya. Voilà, il n'y a pas moyen de l'aménager pour l'instant pour du transport routier. Donc il fallait bien trouver un autre point de passage pour le transport routier. Ça a été Chastier qui a été désigné pour ça. Alors là, l'Ukraine est revenue là-dessus à la toute dernière minute. Donc forcément, la RPL a dit, ben non, désolé,
On l'a prévu pour du transport routier, voilà, il faut que ce soit du transport routier. On va pas prendre des piétons qui vont plus devoir franchir 3 km à pied en plein hiver, parce qu'il commence à faire froid ici, hein, on a déjà des températures négatives. Donc l'Ukraine qui a envoyé les gens se geler les meules en plein dans la zone neutre, en sachant pertinemment qu'ils ne pourraient pas rentrer, puisque la RPL, elle, n'avait pas ouvert le point de passage de son côté, puisque l'Ukraine n'a pas appliqué l'accord qui était convenu. Mais ça montre vraiment que Kiev en a rien à foutre des citoyens du Donbass. Mais rien, de rien, de rien. D'accord ? Résultat, bien entendu, eh bien, le convoi humanitaire de la Croix-Rouge, qui devait passer justement par le point de passage de Chastier le 17 novembre, bah, de facto a été annulé à cause de ça. Et donc, suite à ce sabotage, et aux autres précédents, hein, ça devient quand même de plus en plus visible que l'Ukraine essaye de sortir totalement des accords de Minsk, la Russie s'est dit surprise de l'absence de réaction de la France et de l'Allemagne, hein, entre autres l'apothéose qu'on a eue avec la feuille de route qui contredit totalement les accords de Minsk. Voilà. Bon, pour la Russie, puis pour moi aussi, hein, je veux dire, si Paris et Berlin font semblant de pas remarquer tout ça, c'est qu'elles approuvent la politique de Kiev qui vise à saboter la résolution pacifique du conflit dans le Donbass. Hein. D'ailleurs, Maria Zakharova a dit que si l'objectif de la France et de l'Allemagne c'était pas de parvenir à une telle résolution du conflit, elle ferait mieux de le dire honnêtement et directement. Voilà, ça c'est franc, c'est direct, c'est simple. D'ailleurs, la RPD a peu ou prou dit les mêmes choses vis-à-vis de l'Ukraine, hein, en disant, bon écoutez, si vous n'avez pas honnêtement et sincèrement l'intention d'appliquer les accords de Minsk, dites-le. Ça ira plus vite. Je pense que tout le monde en a marre, là. Côté RPD, RPL, Russie, je pense que la patience est arrivée à bout. Hein. Je pense que là, les diplomates commencent à en avoir un petit peu marre de négocier pour rien pendant des plombes tous les 15 jours, de voir l'Ukraine demander des réunions extraordinaires sans fournir d'agenda pour la réunion. Donc on ne sait même pas pourquoi ils veulent se réunir. Donc les RPD et RPL ont dit bah non, on va pas faire une réunion extraordinaire si on sait même pas pourquoi. Ce qui semble assez logique, de voir l'Ukraine continuer ses opérations de propagande en mode ah ben si on a avancé, on a fait ci, on a fait mi, alors que c'est pas vrai. Bref. Et puis moi ce qui me révolte surtout, c'est que il y a un certain nombre d'évidences qui sont tout juste sous les yeux en fait des garants occidentaux des accords de Minsk. Hein, s'il donnait la peine de regarder. Hein, là, par exemple, on a enfin l'OSCE qui nous a produit un rapport statistique sur les victimes civiles du conflit dans le Donbass. Hein, il semble qu'après le bon sonnage de cloche du mois d'avril, hein, je rappelle, où les deux républiques populaires ont quand même souligné qu'il y avait quand même une différence très flagrante entre les chiffres de l'ONU qui collaient peu ou prou aux chiffres de l'RPD et de l'RPL et l'OSCE qui avait loupé, je crois, à peu près la moitié des victimes civiles. Donc il semble que le remontage de bretelles a eu un petit peu un effet. Donc là, ils nous ont pondu un nouveau rapport statistique. Et on y apprend que du 1er janvier 2017 au 15 septembre 2020, il y a eu 946 victimes civiles dans le Donbass, des deux côtés, hein, dont 161 morts, et 41 rapports de victimes civiles en 2020 qui doivent être clarifiés. Moi, je vois pas ce qu'il y avait besoin de clarifier. Enfin, c'est vraiment des nasbrocs à l'OSCE. Je veux pas être méchante, mais... Allez à Pôle emploi, arrêtez, laissez votre poste à des gens compétents, ça commence à bien faire. Bref, quoi qu'il en soit, quand on regarde les chiffres, il n'y a pas photo, l'écrasante majorité des victimes, toutes causes confondues, c'est-à-dire bombardement, tir à l'arme légère et mine ou explosion d'engins non explosés, hein, d'obus qui n'ont pas pété ou de choses comme ça. Clairement, la majorité étant RPD et RPL, les deux républiques à elles seules font les 2/3 déjà des victimes civiles. Et si on prend en compte que les victimes qui ont été blessées ou tuées lors de bombardements ou de tirs à l'arme légère, alors là c'est encore plus flagrant parce qu'on est à quand même plus de 73% des victimes civiles qui sont RPD et RPL contre 25% côté ukrainien, le reste c'est dans la zone neutre. Donc ça montre clairement que l'armée ukrainienne vise délibérément les civils du Donbass, hein, quand elle tire ou qu'elle bombarde notre territoire, parce que si c'était pas le cas, on ne devrait pas avoir une différence aussi énorme entre les deux chiffres. On devrait être à peu près à 50-50.
Si c'était juste des dommages collatéraux, on devrait avoir à peu près la même proportion de victimes civiles des deux côtés. Or là, vous avez 3 quarts, 1 quart. C'est sans appel. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus en termes de preuves de crimes de guerre. Je veux dire, quand vous avez les 3 quarts des victimes civiles qui sont d'un côté, c'est que l'armée d'en face tire délibérément dessus. Voilà, faut à un moment, 1 + 1 = 2. Je vais passer sur un accident tragique qui a eu lieu en RPD dans une mine, dans la mine de Skochinski. L'accident a eu lieu le 17 novembre à 5h20 du matin. Il y a eu un incendie suivi d'une explosion due à un mélange gaz-air qui ont eu lieu dans le convoyeur de la 5e galerie qui est exploité dans cette mine. Au moment de l'accident, 26 mineurs étaient sous terre, 22 ont pu être évacués. Pendant plusieurs jours, on a cherché les 4 autres qui étaient portés disparus. Malheureusement, on a retrouvé aujourd'hui leurs corps. Ils ont été remontés à la surface. Pour l'instant, la mine continue de prendre des mesures pour éliminer les conséquences de l'accident, entre autres des travaux de refroidissement du sol et des parois de la galerie. Les sauveteurs aussi sont en train d'évaluer le niveau de gaz dans les galeries, pour voir si c'est toujours dangereux ou si le travail va pouvoir reprendre. Une commission d'État est en train d'enquêter sur les causes de l'accident. Il faut savoir que cette mine qui produit un charbon de très haute qualité et qui a été mise en service en 1975 est aussi l'une des plus dangereuses au monde à cause de la température élevée, de la structure des roches qui sont exploitées et de la teneur élevée en méthane dans les filons de charbon qui font qu'il y a un risque important de coup de grisou. Voilà, pour parler un langage que vous allez comprendre. Donc vous avez du gaz naturel en grande quantité et malheureusement la structure de la roche est telle que ça arrive fréquemment qu'il y a des fuites de gaz qui peuvent prendre feu tout simplement, parce que vous avez des machines dans le sous-sol qui sont en train d'extraire, et la moindre étincelle peut provoquer un incendie, une explosion. Il y a eu pas mal d'accidents majeurs dans cette mine depuis son ouverture, le pire ayant été celui du 4 avril 1998, où il y a eu un effondrement des parois qui a coûté la vie à 63 mineurs. Donc voilà, toutes mes condoléances aux familles des 4 mineurs qui sont morts. C'est clairement catastrophique. Malheureusement, ça reste une profession dangereuse, mineur, surtout dans des mines de charbon. C'est toujours extrêmement dangereux. Et on va reparler du coronavirus, puisqu'en RPD, on en est à 9780 cas, soit 992 de plus que la semaine dernière, dont 899 morts, soit 108 de plus, et 4597 guéris, soit 426 de plus que la semaine passée. En RPL, on en est à 1732 cas, soit 46 de plus, 132 morts, 9 de plus et 1493 guéris, soit 78 de plus. Et en Ukraine, le désastre continue. Je pense que on peut appeler les choses par leur nom. Puisqu'on en est à 612 665 cas, soit 87 489 de plus, dont 10 813 morts, soit 1305 de plus. Voilà, c'est toujours la catastrophe, toujours. D'ailleurs, ils ont lancé un système de quarantaine, de fermeture d'un certain nombre de magasins non essentiels le week-end. Donc quarantaine de week-end, c'est une méthode complètement bizarre. Ils sont touchés jusqu'au plus haut de l'État. Zelensky est malade, Yermak est malade, le ministre de la Défense est malade. Enfin bon... Vu la catastrophe que c'est en Ukraine, le parti de la plateforme d'opposition pour la vie a appelé Zelensky à envoyer Viktor Medvedchuk négocier avec la Russie pour pouvoir produire en Ukraine le vaccin russe contre le coronavirus. Alors pourquoi Medvedchuk ? Eh bien parce que lors d'une visite précédente en Russie, il avait obtenu auprès de Vladimir Poutine la possibilité pour l'Ukraine d'acquérir le vaccin russe contre le coronavirus si Kiev souhaitait se le procurer auprès de Moscou. Voilà, donc Poutine avait dit, il n'y a pas de problème, mais bon, faut qu'il fasse les demandes ad hoc, quoi. Faut qu'il fasse une demande officielle.
Solution qui est toujours pour l'instant refusée par le gouvernement ukrainien. Alors que les prévisions indiquent que le nombre de cas va largement dépasser les 700 000 d'ici la fin du mois, et que le nombre de morts va approcher les 13 000. Vous pouvez ranger votre russophobie 5 minutes au placard. Parce que vous avez déjà arrêté d'acheter le vaccin russe contre la rougeole, oreillon rubéole, ce qui vous a valu des pics épidémiques de rougeole monstrueux. Là, vous êtes en train de laisser votre population choper le coronavirus, alors qu'il y a moyen d'avoir un vaccin qui est safe, qui est sûr, qui obtient de très bons résultats. Enfin, je veux dire, et qui est accessible. Donc, enfin, je comprends pas. Enfin, je veux dire, je sais bien que vous en avez rien à foutre de votre population, les dirigeants ukrainiens, mais enfin là, ça devient un peu visible quand même, un peu. D'ailleurs, il y a de plus en plus de critiques qui disent que les mesures actuelles sont des demi-mesures qui mènent à rien, et que là, faut faire quelque chose pour enrayer la propagation de l'épidémie, parce que le système de santé ukrainien ne suit pas du tout. Donc là, ça va devenir une catastrophe. Je sais pas comment ils vont faire, je sais pas du tout. Leur système de santé a été totalement détruit par les réformes néolibérales qui ont été imposées par les Occidentaux, et je vois pas comment l'Ukraine va s'en sortir, je sais pas. D'ailleurs, alors que cette épidémie de coronavirus fait rage, la déclaration de Zelensky sur le fait donc, que l'Ukraine veut ouvrir tous les points de passage avec la RPD et la RPL a été durement commentée tant en RPD qu'en Russie. Donc le 14 novembre, Zelensky nous a fait une vidéo en russe. Je croyais que c'était interdit en Ukraine pour un officiel de parler publiquement en autre chose qu'en ukrainien. Non, pourtant, la loi, vous ne l'avez pas changée, vous ne l'avez pas annulée. Ouais, donc, bref. Donc, il s'est adressé dans cette vidéo en russe aux habitants de l'RPD et de l'RPL pour leur dire que l'Ukraine leur était ouverte, qu'elle avait les bras grands ouverts pour eux, et que c'était de la faute des deux républiques populaires si les points de passage sur la ligne de front restaient fermés. Bon, sauf qu'au vu du charmant petit projet de loi dont je vous ai déjà parlé, pour interner les citoyens russes dans des camps, bon, je comprends surtout que c'est les camps de concentration ukrainiens qui vont accueillir les habitants du Donbass à bras ouverts. Ouais. C'est d'ailleurs plus ou moins le parallèle qui a été fait par, entre autres, Ruslan Balbek, qui est un député russe. Je vais y revenir. Bon, concernant sa petite tirade sur le fait que ça serait l'autre partie au conflit, c'est-à-dire la RPD et la RPL, qui diviserait les gens. Bon, faut croire que Zelensky était dans le coma de 2014 jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est l'Ukraine qui a voté des lois contre la langue russe, parlée majoritairement dans le Donbass et en Crimée, ce qui a provoqué la sécession des deux régions. C'est l'Ukraine qui a lancé une guerre contre sa propre population, qui refusait le résultat du coup d'état du Maïdan et le fait qu'on glorifiait les collaborateurs de nazis. C'est l'Ukraine qui a introduit quand même un blocus économique total de la RPD et de l'RPL, qui coupe régulièrement l'eau à l'RPL et qui rêverait de pouvoir faire la même chose à la RPD. C'est l'Ukraine post-Maïdan qui a provoqué la division au sein de son propre peuple. C'est pas la Russie, ni la RPD, ni la RPL. Voilà. Bon, ensuite, bien sûr, ils vantent le fait que l'Ukraine a aménagé des nouveaux points de passage, et bien sûr, c'est de notre faute si l'ouverture a été bloquée. Sauf qu'il ment, parce que, comme je l'ai dit, si on refuse d'ouvrir tous les points de passage, c'est pour deux raisons. La première, comme je le disais, c'est qu'entre autres, le point de passage de Chastier, en fait, il n'a pas été aménagé comme il aurait dû, puisqu'il aurait dû l'être pour des voitures, et que l'Ukraine n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc la RPL a dit on n'ouvre pas. Et qu'en plus, l'Ukraine a annoncé publiquement l'ouverture de tous les points de passage de manière unilatérale le 10 novembre, alors que Kiev savait parfaitement que côté RPD-RPL, ça resterait fermé. Donc ils ont envoyé les gens au casse-pipe, se geler les meules dans la zone neutre, à attendre pendant des heures pour rien. Quand je vous dis qu'ils en ont vraiment rien à foutre de leur population, et encore plus ceux du Donbass, ça devient quand même un petit peu flagrant, un petit peu. Et puis surtout que l'Ukraine ne peut pas prétendre ignorer la deuxième raison qui est derrière la fermeture des points de passage, à savoir justement l'épidémie de coronavirus. Parce que bon, non seulement, comme je le disais, l'Ukraine bat des nouveaux records, mais en plus, comme je le disais, une bonne partie du gouvernement ukrainien l'a attrapé en prime. Donc, si l'Ukraine exige que les deux républiques populaires laissent rentrer librement sur leur territoire des milliers de personnes potentiellement infectées par les points de passage de la ligne de front,
on est bien d'accord que le but c'est de provoquer un désastre sanitaire en RPD, en RPL. Hein, c'est un génocide par maladie. Hein, oui, c'est plus ou moins ce que certains ont fait en Amérique. Bon, en tout cas c'est comme ça que l'a pris le président du Conseil populaire de la RPD, Vladimir Bidiovka, qui a dit que la déclaration de Zelensky c'était ni plus ni moins qu'une invitation à aller se faire exécuter. Hein, parce que non, on va pas faire rentrer des gens infectés par milliers. On n'a pas la capacité de maintenir autant de personnes en zone de quarantaine. On a un hôpital mobile qui a été installé à Yelenovka, qui est le seul point de passage ouvert entre les RPD et l'Ukraine. Voilà, mais on peut pas accueillir des milliers de personnes chaque jour qui vont devoir rester pendant 2 semaines en observation et leur faire passer les tests. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est pas possible. Nous, on est conscients de nos limites. Donc si on a fermé les frontières, c'est pour une bonne raison. Hein. Voilà. Et puis comme je le disais, en Russie, hein, Ruslan Balbek, député russe, a comparé l'appel de Zelensky à la propagande des nazis en 1941, hein, quand les nazis disaient aux soldats russes ou soviétiques, rendez-vous, vous aurez un bon lit bien chaud, de la nourriture bien chaude et l'hospitalité allemande. Oui, oui, bien sûr. Oui. Bon, dans la réalité, je vous épargne le suspense, les soldats soviétiques finissaient au mieux en camp de concentration, au pire, direct par la case crématorium, quoi. Voilà. Et la méthode est pas neuve hein, pour l'Ukraine post-Maïdan, hein, parce que genre en 2014, on avait un haut fonctionnaire ukrainien qui avait dit promettez tout et n'importe quoi aux habitants du Donbass, il sera bien temps après de les égorger et de les pendre. Voilà. Ça vous pose l'ambiance. Hein. Voilà. Et puis je vais reparler de l'échec de la vente de Motor Sich à la Chine. Donc j'en avais parlé il y a quelques mois en arrière. Et bien l'échec de cette vente pourrait coûter 3,5 milliards de dollars à l'Ukraine. C'est en tout cas ce que réclament les investisseurs chinois qui se sont retrouvés piégés dans ce micmac à l'ukrainienne à cause de la volonté des Américains de torpiller toute possibilité pour la Chine de produire hein, des moteurs d'avions et d'hélicoptères qui soient issus de la technologie de Motor Sich. Donc il faut savoir que c'est quelque chose qui manque beaucoup à la Chine, c'est la technologie et le savoir-faire pour faire justement des moteurs d'avion surtout. Donc clairement ils étaient très intéressés par le fait d'acquérir Motor Sich. Motor Sich qui, je le rappelle, s'est retrouvé sérieusement dans la merde après le Maïdan, puisque le principal acheteur à l'étranger des moteurs de Motor Sich, bah, c'était la Russie. Et donc quand l'Ukraine a décrété que c'était fini de fournir du matériel militaire, puisque Motor Sich ne fait pas que des moteurs d'avion et d'hélicoptères civils, il fait aussi le militaire. Donc comme l'Ukraine a dit, ben, on ne fournit plus de matériel militaire à la Russie sous prétexte d'agression imaginaire, ben forcément Motor Sich il a perdu 80% de ses exportations. Donc la Chine en a bien profité, hein. Ils ont obtenu un contrat avec un tarif aux petits oignons pour des moteurs d'avion. Et puis ils se sont dit qu'ils allaient aller plus loin, donc ils ont investi plus de 250 millions de dollars pour acheter des parts majoritaires dans la société, et c'est allé encore plus loin. Et donc ils avaient commencé à construire en fait en Chine une usine pour produire là-bas directement des moteurs selon la technologie de Motor Sich. Mais, Kiev puis les États-Unis ont vu ça d'un très mauvais œil. Le SBU a fait une descente dans l'entreprise, puis a lancé des poursuites, entre autres pour, en gros, haute trahison, enfin la totale, enfin je veux dire, ils ont sorti des trucs, c'est du grand n'importe quoi. Mais ça leur a permis de faire geler les avoirs et entre autres les actions, y compris celles détenues par les investisseurs étrangers, de Motor Sich. Ensuite, le comité anti-monopole a refusé de valider la vente sous des prétextes complètement bidons. Et donc, bon, après s'être fait balader par et le gouvernement ukrainien et la justice ukrainienne pendant des années, là, les Chinois ont décidé de passer la deuxième. Là, ils ont décidé de demander un arbitrage international, parce que bon, la justice ukrainienne n'a pas l'air d'être très chaude pour aller à l'encontre des volontés du gouvernement. Donc là, ils passent le cran au-dessus.
Donc là, les Chinois affirment que l'Ukraine a violé en fait ses obligations internationales, parce qu'il y a un accord entre la Chine et l'Ukraine qui date de 1992, hein, sur entre autres la protection mutuelle des investissements. Et en vertu de cet accord, les deux parties doivent empêcher toute expropriation des investissements et traiter les investisseurs étrangers sur un pied d'égalité. Or là, les Chinois qualifient les actions de l'Ukraine d'expropriation de leurs investissements. Ils ont estimé les dommages à 3,5 milliards de dollars. C'est énorme. Pour défendre leurs intérêts, eh bien, les Chinois se sont tournés vers 3 cabinets d'avocats qui sont pas des petits joueurs, à savoir Wilmer Hale, DLA Piper et Bird Bird. Il y a un autre cabinet d'avocats, Harzinger, qui fera office de conseiller juridique ukrainien. Bon, les cabinets qu'ils ont embauchés sont considérés parmi les meilleurs comme les meilleurs en matière d'arbitrage et de droit. Leur service coûte très cher et c'est la partie perdante qui va devoir payer les frais. Alors, vu les cabinets d'avocats concernés, les frais en question, ça se monte en millions de dollars, en plusieurs millions de dollars, hein, voilà, qui vont venir s'ajouter aux 3,5 milliards de dollars que l'Ukraine est sûre de devoir payer parce qu'elle a aucune chance de gagner le litige contre les investisseurs, hein, contrairement à ce que certains pseudo-experts en droit des affaires essayent de faire croire dans des commentaires. Non. Non. Je veux dire, quand vous passez par ce genre d'avocat, je peux vous assurer que s'ils se lancent dans ce genre de truc, c'est qu'ils savent très bien ce qu'ils font et qu'ils savent très bien qu'ils vont avoir gain de cause. C'est pas des petits joueurs, c'est pas un petit avocat qui a envie de se faire un coup de pub. C'est des avocats extrêmement chevronnés, c'est des cadors, c'est pas des petits. Donc c'est très mal parti pour Kiev. Parce que là, ils n'avaient aucun motif légal pour empêcher les investisseurs de prendre possession de leurs biens, puisque Motorsic est une entreprise privée qui peut disposer de ses actions comme elle l'entend. Donc le SBU agit de manière illégale, et parce que les lois ukrainiennes interdisent à l'État de venir s'immiscer dans les affaires des sociétés privées. Alors je sais pas, au vu de la situation catastrophique de l'Ukraine financièrement, comment ils vont trouver le pognon pour rembourser les investisseurs chinois pour leurs pertes. Parce que là, ils pourront pas s'asseoir sur le verdict de l'arbitrage, parce que ça mettrait l'Ukraine dans une position d'état voyou, ce qui veut dire fermer le robinet de pognon occidental, ce qui mènerait à la mort pure et simple de l'Ukraine. Voilà. Donc, je pense que Kiev va aller mendier un nouveau prêt au FMI, hein, voilà, pour rembourser cette nouvelle dette. Mais ce prêt, il faudra payer des intérêts, et puis de deux, il va falloir encore voter des lois, genre c'est de la vente sur les terres agricoles, ou augmenter encore les tarifs des charges communales alors que les gens n'arrivent déjà plus à payer leurs factures. Je sais pas comment ils vont faire, mais au final, c'est encore une fois le peuple ukrainien qui va souffrir de toutes ces conneries. Voilà. Et tout ça, pourquoi ? Pour faire plaisir aux États-Unis. Voilà ce que ça coûte. Voilà ce que ça coûte à l'Ukraine. C'est vraiment la cata. Je n'ai pas pendant ce temps-là à Kiev cette semaine. Je continue de travailler sur le procès du MH17. La transcription des auditions prend beaucoup de temps. Leur traduction après du néerlandais vers l'anglais aussi. Donc ça va avancer très 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 lentement tout ça, malheureusement. Personnellement, je ne suis pas très rassurée de voir autant de pièces d'armement lourds près de la ligne de front, même si pour l'instant on a un calme relatif lié au fait que maintenant il fait très froid, qu'on a même eu des premières chutes de neige. Donc c'est clair que ça pousse les Ukrainiens à rentrer l'artillerie dans les entrepôts d'habitude, mais je pense que vu ce qui est déployé sur la ligne de front, il y a un moment ou un autre où ils vont l'utiliser. Et là ils ont sorti quand même du gros calibre. Donc c'est quand même pas top. C'est quand même pas top. Je pense de toute façon qu'il y a un moment ou un autre où Zelensky va tenter le coup de force pour imiter, je pense, l'Azerbaïdjan avec ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh. Parce que la situation en interne est tellement catastrophique, et économiquement, et politiquement, et sanitairement, que la tentation de la guerre comme diversion va venir. Va venir tout simplement. Surtout qu'il y a un moment où, là on voit bien que et l'RPD, la RPL et la Russie disent de plus en plus ouvertement à l'Ukraine, si vous comptez pas appliquer les accords de Minsk, dites-le. Mais dites-le franchement. Et dites-le maintenant. Arrêtez de nous faire perdre notre temps. Donc ce qui montre clairement que la patience de tout le monde est arrivée un peu à bout, et que là tout le monde en a marre.
Voilà, donc je pense que ouais, là ça commence un peu à bien faire. Nous, on est déjà à plus de 300 000 personnes en RPD et RPL confondus qui ont obtenu le passeport russe, à peu près autant qui ont déposé un dossier. Donc on commence à avoir une masse critique de citoyens russes ici, ce qui fait que si jamais l'Ukraine tente des coups à la con, il y a quand même un risque de plus en plus important que la Russie finisse par intervenir. On ne sera pas du tout dans la même situation que le Haut-Karabakh, ça je vous le dis tout de suite. On sera plutôt dans une situation façon Ossétie du Sud. Je le dis pour les gens à Kiev, arrêtez vos conneries, mais vraiment. Si vous voulez pas appliquer les accords de Minsk, dites-le ouvertement, on arrête le tir, on se dit au revoir, et à ciao, bonsoir, chacun fait sa vie de son côté. Mais il faut arrêter là. Parce que essayer de faire croire que vous avancez dans l'application des accords de Minsk alors que en réalité vous les sabotez de plus en plus, ça va bien 5 minutes, mais au bout d'un moment, ça lasse. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.